Espace 2, Jean-Marc Falcon-Bello. Un chat qui ronronne, une table, du thé sur la table, et le tout dans une maison, construite de ses mains. Depuis 30 ans, Lydia Muller vit là, à 2 pas de Genève, en France voisine. Ensemble, durant une après-midi, nous devisons sur la vie, refaisant en mots le long chemin d'une existence. Aujourd'hui, Lydia Muller est psychologue et psychothérapeute, et pendant de nombreuses années, elle a aidé des malades cancéreux et formé des soignants à l'accompagnement en fin de vie. Pourtant, rien n'est si simple et si lisse. Et si aujourd'hui elle est ce qu'elle est, cherchons à formaliser les 7 étapes de la mort, inspirées en cela par le parcours de Gita Malache, c'est aussi le fruit des rencontres, dont celle avec l'œuvre du docteur Carl Simonton, et surtout celle avec Bernard Monteau, en 1992, fondateur de la psychologie nucléaire. Mais plus encore, elle est, comme nous tous, la somme des étapes de sa vie, qui débute à Chafouz, passe par les États-Unis et Genève, et se poursuit aujourd'hui, non loin de là. À l'entendre, l'on prend conscience combien les étapes d'une vie ne sont rien comparées au regard que l'on porte sur elle. C'est ça la force de Lydia Muller, son regard et son envie d'extraire de l'existence ce qu'elle dit de soi et d'elle-même. Chemin de terre avec Lydia Muller jusqu'à 10h. Vous êtes bien installé ? Ouais, vous êtes bien comme ça ? Vous avez de la place pour vos jambes et tout. Pourtant, la maison est grande, hein, Lydia Muller. On cherche notre place sur 1 mètre carré. Et vous pouvez boire votre thé aux 125 herbes chinoises pendant l'entretien, bien sûr. Moi, je suis née à Chafouz. Et mon enfance a eu lieu dans un milieu fondamentaliste. C'est pour ça que je dis dur. Parce que cette âme d'enfant et puis d'adolescente, je dirais surtout à partir de l'adolescence, je ne supporte pas la rigidité de cette religion. Mais quand vous dites rigidité, Lydia Muller, et que vous dites fondamentaliste, ça se traduit comment ? Parce que comment vivent alors ces gens-là, si je puis dire ? Ces gens-là qui sont vos parents, qui étaient vos parents en tout cas. Oui, mais c'est toute une congrégation, c'est une grande famille dans laquelle la nôtre est un élément. Et c'est bien cette grande famille, je dirais un nous dans lequel l'individu n'a pas trop de place. Surtout ce qui était pour moi difficile, c'était l'interdit de tout plaisir, l'interdit de ce qu'on appelait le monde, n'est-ce pas ? Vous appeliez le monde, on vous le disait. Ah oui, il ne faut pas fréquenter le monde. Il ne faut pas fréquenter le monde. Non. Le même terme qu'on utiliserait pour dire fréquenter un garçon ou fréquenter une fille. En français, on dit fréquenter. Oui, pour flirter. Il ne faut pas se mettre avec parce que ça va nous tirer en bas et puis c'est le péché en fait. Donc cinéma, théâtre, les sorties, sortir avec des garçons même, se maquiller, être à la mode, c'était absolument proscrit parce que ça faisait partie du monde. Il faut dire qu'aujourd'hui, certainement 30 ans après, qu'est-ce que je dis, 30 ans, 40 ans après. Mais parce que, attendez voir, 40 ans, donc ça nous porte dans les années 65. Voilà. Ouais. Vous êtes né quand ? En 50. 50, donc quand vous aviez 15 ans, voilà, donc année 65. Alors comme je ne savais pas m'opposer, parce que quand même la colère était une émotion totalement proscrite, il fallait même pas sentir la colère. Donc mais pourquoi, moi je me suis quoi plutôt soumise, parce que elle est pas, c'est un péché.
d'être en colère. Ce qui fait que je crois j'ai appris à cacher, à surtout ne pas montrer ce que je sentais, ce qui donnait de plus en plus une certaine une différence entre ce que je montrais, cette façade extérieure, souriante, et dedans, qui sentait tout autre chose. Moi, j'étais triste, beaucoup triste. Mais si j'avais des colères, je m'en voulais. J'avais honte, j'avais beaucoup honte. Je me trouvais hypocrite parce que je montrais autre chose dehors que ce qui était vrai dedans. Et je me dépatouillais là-dedans, donc j'étais plutôt soumise pour ne pas attirer la foudre. Là, bien sûr, vous parlez, Lydia Müller, d'une dimension tout à fait intérieure qui est certainement, j'allais dire, la plus intéressante. Pas toujours, c'est aussi la conjonction avec les situations extérieures qui sont intéressantes. Et justement, pour en venir à ces dernières, les situations extérieures, vous dites Schaffhouse, c'est le terrain de votre enfance, c'est le terrain de votre jeunesse, mais vous avez parlé d'un nous collectif dans cette tradition fondamentaliste, mais vous viviez comment ce nous collectif extérieurement? C'est-à-dire il y avait des réunions régulières, vous alliez à l'église? C'était quoi? C'était les pentecôtistes? C'était qui? Oui, c'était des pentecôtistes. Et à l'époque, eh bien, nous avions 2 serments le dimanche, par exemple. Il y avait un le matin, ou le deuxième le soir, ou l'après-midi. Et puis, il y avait le samedi soir aussi. Il y avait le mercredi, il y avait le mardi. Notre vie se passait dans ce milieu où il y avait des soirées consacrées, un pour le chœur, l'autre pour les jeunes, l'autre pour l'évangélisation, etc. Donc c'était une compréhension de la Bible au pied de la lettre, vraiment très mot à mot, au premier degré. Mais chaque famille vivait dans son environnement propre et vous vous retrouviez en fait. Voilà. Dans cette église, dans le bâtiment où on se trouvait ensemble. Et j'y étais amenée depuis tout petit enfant. Je me suis beaucoup ennuyée dans les sermons parce que je comprenais rien. Et peu à peu, j'ai commencé à m'occuper des enfants, des plus petits. C'était mon échappatoire. J'essaie de trouver mes échappatoires permises. Donc ça arrangeait tout le monde que je sorte les bébés qui braillaient, les enfants, et puis je les promenais l'après-midi pendant que les adultes étaient sur leur banc d'église. Plus tard, je me suis occupée de la musique. J'ai trouvé un créneau là, un autre, du chœur. Je menais les jeunes avec la musique. Je jouais à l'époque pas mal de piano. C'était d'ailleurs une de mes fuites aussi. Le piano me permettait de m'évader, de partir, et ça c'était permis. Mais attention, il ne fallait pas que ce soit du jazz, il ne fallait pas que ce soit la chansonnette, ce qu'on appelait les Schlager en allemand, ces musiques-hit. Non, c'était que de la musique religieuse ou classique. Voilà. Et j'ai essayé de bouger là-dedans, pour avoir au moins une certaine respiration possible. Mais comment regardiez-vous les adultes? Avec incompréhension? Parce que vous avez parlé du discours, vous finissez par le comprendre. Alors peut-être vous entendez les mots, mais peut-être que vous vous demandez ce que les autres entendent, ce que les adultes entendent de ces mots-là. Vous regardiez avec interrogation. Cette question. Il y avait la parole de Dieu par la Bible, et puis il fallait simplement s'y soumettre, mais c'était tellement impossible en fait. Et j'essayais, je crois à l'époque ça me donnait quelque chose que c'est pas très agréable à le sentir. Je crois une certaine supériorité sur les autres parce que on se dit quand même nous on a raison. Nous, on est les meilleurs, on est meilleurs que les autres, parce que les autres, ils font pas de chemin. Ceux du monde. Ceux du monde. Voilà, ils sont perdus, donc il fallait les évangéliser. J'ai fait du porte-à-porte, comme font aussi d'autres de ces groupements, comme les témoins de Jéhovah. C'était l'horreur pour moi, j'ai détesté ça, mais il fallait le faire. Il vous revient des images quand vous dites « j'ai détesté ça ». Vous vous revoyez toute jeune? Oui, je me vois devant les portes, sonner, leur donner un tract, sentir les gens, comment ça les embêtait, je me sentais mal. Je faisais du prosélytisme, il faut bien le dire. Hein. Vous disiez quoi?
généralement, quand on faisait ça, c'est pour les inviter à une évangélisation, pour qu'ils viennent à une soirée, et puis on leur parlait de la vie avec Jésus, du bonheur par cette religion, de la conversion, etc. J'avais la bouche pleine de choses que dedans n'étaient pas vraies. C'est-à-dire qu'au moment où vous les disiez, ces paroles, vous vous disiez intérieurement, je suis en train de mentir? Non, quand même. Non, pas à ce moment-là. J'essayais quand même d'y croire. Quand je les disais, j'avais une certaine conviction que c'était ça. Mais par ailleurs, quand je sentais que dedans, moi, j'étais pas plein d'amour, j'étais pas parfaite, j'étais pas celle que je me disais je devrais être, je me sentais très mal. Il y avait une telle incohérence entre l'extérieur et l'intérieur que c'était ça ma grande souffrance. Et puis il y avait quand même un jeune a envie d'éclater. L'âge de l'adolescence, c'est l'âge de l'opposition. Chez moi, elle était interdite. Mon frère a pris la voie de l'opposition. Alors il a jeté tout. Plus âgé que vous? Il avait 6 ans de plus. Et j'ai vu ce que ça donne comme bagarre avec mon père. Et évidemment, je n'avais pas envie de souffrir ce que mon frère souffrait. Pourquoi vous dites souffrir? Ils sont venus aux mains. Il a été honni. C'était le mauvais garçon qui était la honte de la famille. Parce que lui, il allait jouer au football les dimanches et c'était comme le jour sacré de Dieu. Il a enfreint une loi, une de ces lois qui existait à l'époque. Et moi, j'adhérais aux lois. Donc, mais je m'ennuyais beaucoup. Et comme c'était interdit de fréquenter des garçons, parce que ça faisait aussi partie du monde. Et de la loi? En tout cas, mon père me l'a interdit. Et oui, il a lu mes lettres quand j'en recevais. Donc ça me mettait en colère parce que j'avais quand même des garçons qui me courtisaient. Parce que vous étiez à l'école... Oui. Pas des garçons du monde, c'était toujours des garçons appartenant à une de ces églises, d'un autre canton peut-être. Mais... parce qu'il y avait des réunions intercantonales? Oui, aussi. Comme ça, on rencontrait d'autres jeunes. Et là, ça au moins c'était plus acceptable. Mais quand même, mon père m'a interdit, tant que j'avais mes pieds sous sa table, j'avais pas le droit. Il fallait que je finisse mon bac avant de penser aux histoires d'amourettes. Voilà. Mais alors, ça veut dire que vos parents ne s'inscrivaient pas là dans une tradition familiale, ils y étaient venus après dans cette église? Oui. Mais je pense bien que mon père et ma mère ont trouvé une famille de substituts. Et pourtant, ils avaient des frères et sœurs? Oui, mais mon père était orphelin à 9 ans. Il était l'aîné. Il y avait 6 enfants derrière. Et sa maman donc est morte. Et après, avec la belle-mère, ça allait pas du tout. Ce qui fait qu'il a été profondément blessé par la perte de sa maman, qu'il a cherché après une autre famille. Et il l'a trouvée de cette manière-là. Et ma mère, je pense aussi qu'elle était, du point de vue de son histoire, dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'amour. Elle était une bête de somme. Allez voir, vous dites une bête de somme? Oui. Mais c'est fort comme terme. Oui. Oui, parce qu'il fallait bosser. Et milieu campagnard, paysan? Paysan. Où? C'était près des Chuturins. Et ma mère, elle a eu une petite enfance, une enfance très très rude. Elle a toujours travaillé jusqu'à ce que finalement elle trouve mon père. Elle s'est mariée qu'elle très puisse tard. s'enfuir. Elle puisse aussi partir dans le mariage. Mais c'était de nouveau se soumettre à un autre régime. C'était plus le régime du père, mais c'était le régime du mari. De toute façon, la femme est soumise à l'homme. C'est une parole dans la Bible, n'est-ce pas? Et cette loi, elle s'y est soumise.
Et vous, Lydia Müller, pendant ce temps-là, comment imaginiez-vous le monde ? Parce que vous n'aviez pas le droit de fréquenter le monde. Par contre, vous le voyez, le monde. Vous étiez certainement à l'école comme tout le monde. Je devais fermer les yeux. Je devais fermer les... Ah non, mais ça, c'est ce qu'on vous disait. Mais vous l'imaginiez, le monde. Vous avez parlé de la mode. Vous avez parlé du chant, de la danse, de la musique, tout de même. J'étais attirée, bien sûr. J'aurais aimé faire de la danse, par exemple. J'aurais aimé aller au cinéma. Alors j'allais au cinéma seulement quand la classe y allait, parce que c'était par le maître, c'était prévu, parce que ça faisait partie du programme de classe, donc ça passait. Et mon premier film est Gone with the Wind, Autant n'emporte le vent. Ben dis donc, Voilà. voilà Alors, un extrait du monde alors. J'en ai eu plein les yeux, c'était fabuleux. Oh, pour la première fois, je voyais un film incroyable, toute une épopée, une histoire d'amour. Enfin, une histoire d'amour ratée, quoi, mais... Oh là là. C'est une histoire d'amour, quoi. Oui. Tout à fait romantique, catastrophique, Ouais, merveilleuse. donc c'était une incroyable introduction à ce monde du cinéma. Mais c'était le cinéma ou c'était le monde pour vous, que vous aviez vu là? C'était une lucarne sur le monde, oui. Vous vous disiez peut-être que le monde ressemble à ça. À l'époque, j'étais très romantique. Donc bon, c'était comme un film de guerre, un film d'une période passée. Mais je dirais en fait, de pouvoir avoir des images comme ça devant ses yeux. Moi, je ne comprenais pas pourquoi c'est interdit. C'était de l'ordre du péché. Et en même temps, moi, j'étais attirée par tout ça. Vous étiez attiré par le péché, oui, Lydia Müller. Oui, j'étais attirée et je m'en voulais. Donc, je peux comprendre, vous savez, les moines dans les monastères, quand ils se fustigeaient, parce qu'ils avaient des pensées coupables, sales, soi-disant, et qu'ils se battaient, qu'ils essayaient d'extirper d'eux. D'une certaine manière, j'ai essayé aussi de faire ça. Donc, quand il y avait des hits qui me tournaient dans la tête, parce que j'en entendais quand même chez les autres, je les supplantais par des chants religieux. Et vous pourriez donner un exemple? Vous Non. vous souvenez d'une mélodie que vous Non, je peux remplaciez? Non? C'est trop loin. Ouais. Ouais, il faudrait que je me replonge dans l'atmosphère pour retrouver les chansons. En fait, quand je suis partie aux États-Unis, c'était vraiment ma bouée de sauvetage, enfin, partir vers le monde, le voir. C'était par un billet permis, parce que c'était apprendre l'anglais. Et là, c'était en 69, ce Ferrer. 69, oui, c'est juste. Donc, ça veut dire après Après mai mon 68, bien sûr, vous n'avez pas vu mai 68 ou vous avez, Mais j'ai vous pas avez vu, senti le non. monde qui changeait? Non, vous savez, ce que nous a bouleversés, c'est la Tchécoslovaquie. Alors nous, on était bouleversés, c'était août 68, je crois. Le printemps de Prague, nous, on était plus touchés par le printemps de Prague. Et on était très en lien avec les étudiants, des lycéens de Prague. Mais comment se fait-il? Parce que vous aviez quand même le droit d'être au courant, vous receviez les nouvelles alors. Oui, ça parlait par mon gymnase dans lequel j'étais. Nous avions pas mal de contacts. Et c'était une mouvance qui nous plaisait énormément, que nous soutenions, nous écrivions des lettres. Il y a des gens qui y sont allés. Tous ceux qui se réveillaient derrière le rideau de fer, alors là, ça nous faisait vibrer. Ouais. Mais en même temps, il y avait les États-Unis, parce qu'ensuite, Lydia Müller, vous allez partir aux États-Unis, Oui. vous allez rester se faire une année, puis revenir ensuite en Suisse. C'est aussi la période de la guerre du Vietnam, donc printemps Oui. de Prague, guerre du Vietnam, Ah oui, alors protestants. ça, j'ai rencontré après aux États-Unis. C'est aux États-Unis Voilà. que vous faites cette prise de conscience-là. Ouais, ouais. Et là, alors, quand j'arrive aux États-Unis, alors... Et d'abord, vous y arrivez comment? C'est-à-dire, vous partez pour un séjour linguistique, c'est ça? Non, je pars dans une famille suisse, dans une famille. suisse ou américano-suisse. Mais de la communauté? Non. Attendez, moi, je comprends plus rien. Comment Non. vos parents vous laissent partir?
Oui, j'avais trouvé cette place au père pour un enfant d'un Suisse de Schaffhausen qui cherchait quelqu'un. Et alors ils m'ont laissé partir quand même parce que moi je le voulais ardemment. Et comme il y a beaucoup d'églises là-bas, parce que tous nos mouvements viennent des États-Unis. Et là-bas, ce ne sont pas des sectes, ce sont des églises. Donc, ils savaient cela. Et donc, j'allais rejoindre une église baptiste là-bas. Et là, j'ai découvert, ils ne vivaient pas comme chez nous. Ils vivaient comment alors? Ah Vous bah, arrivez là-bas, vous prenez l'avion. Ils dansaient, ils draguaient, ils se maquillaient, ils mettaient des pantalons. Moi, j'avais interdiction de mettre des pantalons. Ils se coupaient les cheveux. J'avais interdiction chez moi à couper les cheveux. Une femme devait avoir les cheveux longs. Il a remonté là dans un Une sorte de chignon. chignon, oui. Chez nous, toutes les femmes avaient des chignons, et là, je voyais tout autre chose. Je me suis dit, mais je comprends pas. Comment c'est possible que toutes ces personnes aient une foi et en même temps se permettent ce qui chez nous est interdit? Comment ça va ensemble? Et comme ça les gênait pas du tout, comme ils n'avaient aucune culpabilité, eh bien, je me suis dit, voilà, je balance toutes ces croyances. Je ne veux plus rien savoir. Je me suis mise à maquiller, à devenir coquette, à mettre des pantalons. Alors, je crois, pendant une vingtaine d'années, j'ai plus quitté les pantalons, comme une révolte contre les jupes qui était obligée. Je suis devenue hippie un peu, sur les bords, avec les cheveux longs, très... Et j'ai fréquenté les milieux trotskistes. Aux États-Unis. Aux États-Unis. C'était où aux États-Unis? À Boston. Et parce que j'étais tombée amoureuse d'un homme, Un trotskiste. un trotskiste, voilà. Mais vous l'aviez rencontré où, cet homme, ce trotskiste? Stop. En stop? Je faisais du stop. Donc vous étiez dans l'absolu contraire, quoi. Complètement. J'ai Voilà. tout balancé. Alors mes parents n'en savent rien de tout ça, évidemment. Je pouvais pas Vous leur dire. dites ça au présent. Ils ne savent rien, ils n'en savaient rien ou ils ne savent toujours rien. Non, je pense que j'ai jamais parlé de ça avec eux. C'était irrecevable. C'est irrecevable. Ah oui, même là-bas, je veux dire, c'était quand même pas des agneaux. Ils se disaient révolutionnaires, ils étaient anti-guerre. Donc, je participais aux manifestations contre Nixon. Et j'ai participé à des émeutes et je trouvais que c'était vraiment passionnant. Voilà, je suis devenue communiste un temps. Vous aviez pris votre carte du parti? Non, non, jamais. C'était par amour pour cet homme. J'ai adhéré aux idées socialistes sans vraiment les connaître parce que c'était quand même assez superficiel. J'étais invitée à gauche et à droite, on allait danser. Et comme j'ai jamais dansé, parce que c'était interdit, je ne savais pas danser. Et là, en fait, c'est le hashish qui m'a aidée, parce que je suis arrivée dans une partie où ils distribuaient les cigarettes. Et j'en ai fumé 2. Enfin, ça m'a fait aucun effet. Mais comme je voyais les autres te péter, je me suis dit, ils ne voyaient pas que je danse comme une plouc. Et je me suis mise à danser, et comme je ne me sentais pas jugée par leur regard, parce que moi je me jugeais, je me suis lâchée. Et j'ai découvert que c'est génial de danser d'après le rythme. Bon, c'est pas des danses classiques, mais de bouger, de laisser aller le corps. Et j'ai pris un immense plaisir. Donc après, je suis sortie et les hommes ont beaucoup aimé comment je dansais, parce que je danse sans aucun concept, simplement en me lâchant, quoi. Et ça a été une ouverture. Alors, j'adorais de sortir avec les hommes. En plus, ils me payaient parce que je ne gagnais pas beaucoup. Ils m'amenaient au cinéma, donc ouais, j'ai fait un immense rattrapage. J'ai commencé à vivre aux États-Unis. Et c'est très intéressant à observer sur le plan linguistique, parce qu'en un minimum de temps, j'ai rêvé en anglais. J'ai absorbé cette langue comme une deuxième langue maternelle. Au point que j'ai été expulsée des États-Unis parce que je travaillais illégalement. À cause de ça. Sinon, vous seriez resté.
je crois que je serais restée. Ah oui. Et comme j'ai fait un procès pour obtenir que je puisse rester, je l'ai perdu. Ce qui fait que j'ai dû retourner en Suisse. Et là, pour moi, un monde s'est fermé de nouveau. Et comme j'étais obligée, je ne voulais pas me mettre hors la loi avec les États-Unis parce que si je ne partais pas et s'ils m'attrapaient, j'avais interdiction à vie de retourner. Et ça, je ne voulais pas oser. Donc, je suis partie, la mort dans l'âme, et au retour ici, donc je suis repartie, je suis allée à Chafouz après. Vous retournez dans votre famille? Oui, je reviens dans ma famille. Mais pourtant, vous aviez peut-être l'âge de vous émanciper, vous aviez 19 ans. J'avais 20 ans. Mais pourquoi vous revenez dans votre famille, franchement, Lydia Je ne Müller? savais pas où aller. Si, je voulais aller étudier à Genève, c'est quand même le plus loin, mais j'étais revenue avant. J'étais revenue en mai-juin, je crois. Alors dis donc, c'est arrivé, ça devait être quelque chose, ça. Ah, je revenais et je refusais de parler la langue, l'allemand. Je me suis donné... Alors, je suis partie à Zurich pour un stage de soignante à l'hôpital. Et quand j'allais à Zurich, au bord du lac, avec les jeunes, je me donnais comme américaine. Je parlais très bien l'anglais. Ils ont cru. J'étais l'américaine. Ils m'ont sorti pour me montrer la Suisse. Non, mais c'est extraordinaire. Vous étiez l'américaine. J'ai joué le jeu. Vous étiez dans un film pour le coup, là. J'étais avec un jeune homme qui me draguait et puis qui me disait comment il allait me faire découvrir des choses, des spécialités suisses. Donc il m'a amené au restaurant, m'a fait goûter des choses. Et c'est effectivement comme ça que pour la première fois, j'ai mangé la fondue bourguignonne. Je ne connaissais pas avant. Donc je ne devais même pas trop mentir que c'était nouveau pour moi. Ah, c'était épique. Alors je parlais que anglais et comme il y avait personne qui était parfaitement américanophone, parce que je pense qu'un Américain aurait perçu que j'étais pas américaine, mais chez les Suisses ça passait très bien. Mais j'ai perdu tout mon français. Quand même, j'avais 8 ans de français, je baragouinais très bien. Je ne parlais plus un mot, je me rappelais plus rien. Donc quand je suis arrivée à Genève, je ne savais pas le français. Et à l'Uni, je comprenais rien du tout. J'ai eu Piaget, les dernières années de Piaget, et je comprenais que dalle. Alors j'étais sur la tribune à me dire, j'aimerais bien comprendre de quoi il parle. 2 ans ça a duré, ce refus. Après 2 ans, pendant ce temps-là, je parlais que anglais avec les Mais avec vos parents, vous faisiez comment? Avec eux, je parlais Schweizerdeutsch, bien sûr. Quand même. Mais le refus était en moi et il se manifestait surtout par rapport au français, que j'avais tout balayé. Voilà, après 2 ans, quand même, je me suis mise. Je ne sais pas comment j'ai fait ma demi-licence. Alors, il y a un mystère pour moi que j'ai passé avec le vocabulaire que j'avais. J'étais avec un homme à l'époque qui lui a pris un garage et puis je l'ai aidé dans ce garage et puis à peu j'ai pris la gérance. Donc vous étiez psychologue ou disons vous aviez fait votre... pendant les études. Ah, pendant vos études. Pendant mes études, donc j'avais à 23 ans, il a pris ce garage, une Golf, station-service, et lavage, petite mécanique, etc. Et peu à peu, lui se tirait, il allait à d'autres affaires et moi je maintenais le garage à flot avec 1 ou 2 employés. Et donc c'est ça ce qui m'a ramené en fait sur terre, parce qu'il fallait bien que je parle avec mes clients, il fallait bien que, parce que moi j'achetais des pièces pour le remplacement, je faisais les factures, il fallait que je parle français. Et c'était à Genève ça? C'était à Genève, oui. Mais est-ce qu'intérieurement vous viviez ça comme des mondes complètement séparés? Ah oui, totalement. De toute façon, j'ai rien compris à l'Uni, j'ai rien compris à la psycho. C'était pas du tout de ce que je cherchais. Je suis venue à Genève parce qu'aux États-Unis, on m'avait parlé de Piaget. Moi, je suis allemande, j'avais jamais entendu le mot Piaget. Pourquoi vous faisiez ces études? J'étais venue pour trouver des solutions à mon malheur intérieur.
J'aurais aimé trouver des solutions à ma culpabilité, parce que quand même, tout ce que j'ai vécu aux États-Unis et toute cette vie parallèle dont mes parents ne savaient rien, je me sentais coupable quelque part, parce qu'ils ont quand même peut-être raison. Donc si je fais toute cette fausse route, un jour je serai punie. J'avais toujours ces images encore en moi. Il fallait que je trouve des réponses à ce conflit. Parce que je me révoltais contre, en même temps j'avais peur que j'allais être attrapée un jour par ça. Ça m'a longtemps poursuivi, jusqu'à ce que j'ai commencé à faire une thérapie et que j'ai commencé à aborder cette relation conflictuelle. Quand même, il y avait un lien d'obéissance à ma famille et à cette région. Une obéissance à Dieu de l'enfant, et puis une ado et une jeune adulte qui avait tout rejeté et qui était coupable de l'avoir fait. Il fallait que je trouve un sens là-dedans et que je découvre, que je puisse dire, mais d'accord, ils ont fait de leur mieux, mais c'était quand même vachement enfermant, étouffant, tout cet enseignement religieux. Aujourd'hui, je peux comprendre cette lecture qu'ils ont. Je pense aujourd'hui avec la réconciliation qui a eu lieu quand même, parce que je pensais nécessaire de se réconcilier pour être en paix. Et dans mon travail thérapeutique, j'ai fait cette route pour me réconcilier avec la Suisse allemande, avec mes parents, avec ma culture alémanique, avec ma culture chrétienne. Et de pouvoir y adhérer aujourd'hui différemment avec un autre regard dessus. Mais en fait, Lydia Müller, vous l'avez laissé entendre, vous allez commencer une thérapie, certainement peut-être dans le droit fil de vos études, ou pas, non? Non, parce que j'étais dépressive. Oui, je suis devenue dépressive, je pleurais tout le temps. Je crois vraiment ce conflit coupable par rapport à mon passé et ma vie double. D'ailleurs, mes parents n'ont jamais rencontré l'homme avec qui j'ai vécu une dizaine d'années. Jamais. Le garagiste? Oui, jamais. Pour que je commence à demander de l'aide, il fallait vraiment que j'aille très mal. À l'époque, je travaillais à Clairbois dans une maison pour enfants IMC. Après 2 ans de travail là, j'étais éducatrice. Je ne fonctionnais pas comme psychologue, mais éducatrice avec des enfants. Vraiment, la dépression m'a gagnée. C'était peut-être après que j'avais voulu faire la psychomotricité. Parce que par la psychomotricité que je voyais qui se pratique avec des enfants, il y avait une relation à soi, une relation à son corps. Rentrer en matière avec qui on était profondément. Et ça m'attirait beaucoup. Mais encore une fois, pour moi. Je voulais le vivre pour me rencontrer. Et quand il m'a refusé, parce que j'avais déjà une profession de psychologue, donc il prenait plutôt des gens sans profession, pour moi, le monde s'écroulait encore une fois. Je me sentais rejetée, comme j'étais rejetée des États-Unis. Et là, j'ai sombré. J'ai vraiment sombré, comme si des portes que j'avais entr'ouvertes pour trouver une liberté se refermaient. Alors, peu à peu, j'ai commencé un processus thérapeutique qui a duré, je dirais, une quinzaine d'années, où je commence à mettre de l'ordre dans ma vie, dans mes émotions. J'étais vraiment assez déstructurée. Mais en même temps, ça va être fondamentalement nécessaire à votre vie aujourd'hui, Lydia Müller, parce que ces 15 ans, vous dites 15 ans, ça fait penser à une sortie ou une traversée plutôt d'un gigantesque tunnel. Oui. Et puis il va y avoir des rencontres fortes, parce qu'après, il y a quand même cette dimension accompagnement à la mort, c'est absolument cancer. essentiel, parce que vous savez, quand on a existé dans un monde où il fallait pas dire ce qu'on sentait ni ce qu'on pensait, moi j'étais incapable de dire mes envies, j'étais incapable de savoir ce que je voulais, j'étais que orientée sur savoir ce que l'autre voulait et vivre en fonction de cela. Donc arriver enfin à accéder à moi j'ai des envies, moi j'ai des désirs, moi j'ai des besoins.
Oh là là, mais c'est toute une route, même de se l'accorder. J'ai dû apprendre à dire non dès que j'étais dans une relation affective, mais c'était impossible de dire non à l'autre. Et ça me mettait dans des conflits incroyables. Mais quand on ne sait pas dire non, il n'y a pas de vrai oui non plus. Donc tout est faussé. Et cette route, bon, elle est gagnée de haute lutte parce que il faut dépasser toutes ces peurs de faire mal à l'autre. J'étais vraiment forgée là-dedans, il ne faut pas faire mal aux autres. Alors j'ai appris à me faire du mal à la place, à moi. Mieux me faire du mal à moi que faire souffrir les autres. Est-ce à ce niveau-là qu'intervient alors la maladie, le cancer? Bon, c'était durant ces années de formation. Parce que vous dites faire mal à soi. Ah, à cause de cette C'est pour ça que ça m'y fait penser. Comme si on retourne la douleur sur son propre Alors, corps. ma confrontation au cancer, elle a commencé d'une manière pour moi assez inexplicable, simplement par une attirance à ce travail du Dr. Carl Simonton aux États-Unis, dont j'ai lu le livre Guérir envers et contre tout, alors, à l'époque pas encore traduit. Et j'étais tellement subjuguée par ce travail psychique par rapport à une maladie physique que je me suis dit, il faut que j'apprenne ça. Donc je suis partie aux États-Unis au début des années en 81 et j'ai fait les cours là-bas. Et donc après je suis revenue pour pratiquer ça. Alors j'étais enthousiaste par rapport au pouvoir du mental, le pouvoir des affirmations positives. J'étais vraiment dans ce courant de la psychosomatique et comment l'esprit a un pouvoir sur le corps. Mais là, vous étiez sortie de votre période de dépression, alors? Là, j'étais sortie de ma période de dépression, oui. Et j'étais partie dans une croisade contre le cancer. Voilà. Et ça a duré de 82 à 85 ans jusqu'à ce que je tombe amoureuse d'un homme duquel, vraiment pour la première fois dans ma vie, ça disait « ça y est, c'est l'homme de ma vie ». Et je me suis attachée à cet homme, un Américain, d'autant plus. L'Amérique avait toujours encore un attrait. Je les aime, les Américains. Et bon, lui était séparé, mais il n'était pas encore divorcé. Donc pour moi, c'est un homme libre. Je me trompe beaucoup. Et j'étais très, très attachée à cet homme. Je l'admirais, c'est un grand thérapeute. Et pour moi, à un moment donné, a surgi le doute. Parce qu'il y avait une distance qui s'installait. Il y avait peu d'appels de lui des États-Unis, il n'y en avait pas, il ne répondait pas à mes lettres. Et je commençais à douter si tout ce que j'avais mis en lui, si ça allait pas s'écrouler. Mais je ne voulais pas faire face à ça. Jusqu'à ce que ma thérapeute me pose cette question fatidique. Et qu'est-ce que tu feras s'il te quitte? Et là, j'ai une réponse fulgurante qui est vraiment sortie de mes tripes. Ça disait, je vais me faire un cancer sur le sein gauche. Aussi clairement que ça. Ah oui, c'était ça les mots. Là, sur le cœur. Et je savais de dedans, c'était vrai. Et alors, elle m'a fait faire un contrat de vie dans lequel j'écrivais, moi, Lydia, je ne vais pas me faire du mal, ni par maladie, ni par accident, ni par le suicide. C'était un élément de la thérapie. Voilà, ni à devenir folle, etc. Mais au lieu de ça, c'est d'exprimer mes émotions. Parce que moi, j'ai appris à les avaler. Et donc, pendant 3 mois, je me suis bagarrée avec ce contrat. Jusqu'au jour de mon anniversaire, je me suis réveillée vraiment avec la phrase, j'ai des fois un peu des phrases crues, et ça disait « Et merde, et même s'il ne me veut pas, je vivrai quand même. » Et bien 2 jours après, j'ai eu la lettre de rupture. Et après, j'ai pu faire le travail de deuil par rapport à cette relation. Puis plus tard seulement, j'ai appris les théories du docteur Hammer sur le cancer. C'est-à-dire, quand il y a un conflit
psychique profond. Et aujourd'hui, je dirais ce qui fait référence à des scènes traumatiques de notre passé, et que le présent les ranime et les répète. Eh bien, dans ce conflit, il y a une cancérisation qui a lieu. Ce qui, en moi, a voulu mourir, a fait marche arrière, s'est retourné et ça s'est éliminé. Si le conflit n'est pas résolu, eh bien, dedans, cette décision que ça veut mourir, qui est très inconsciente, mais elle est quand même là, elle continuera. Donc, les métastases vont reprendre. Tôt ou tard. Alors, par le cancer, l'apparition du cancer, il est évident que des conflits peuvent se résoudre du simple fait que la maladie arrive. Et ce qui est tout à fait incroyable, Lydia Muller, c'est que quand je vous écoute me raconter votre vie, vous donnez l'impression d'un gigantesque mouvement qui prend 55 ans à se faire pour être ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est aujourd'hui thérapeute, psychologue, etc. Vous travaillez avec le cancer, mais pas seulement, aussi avec l'accompagnement à la mort. Comme s'il fallait autant de temps, alors en fait, pour vous construire. Mais Jean-Marc, je crois vraiment, ça c'est une de mes convictions profondes, que rien de tout ce qui nous arrive est dépourvu de sens. Tout sert. Vous iriez jusqu'à dire que ça vous a rendu plus humaine, tout ça, finalement? Totalement. Ce n'est pas ces expériences qui m'ont rendue plus humaine, c'est d'en avoir trouvé la sortie. Quand on a compris, mais vraiment de dedans, jusque dans ces cellules, combien on est forgé par ces forces traumatiques, mais en même temps, nous ne sommes pas que ça. Nous comprenons pourquoi nous fonctionnons comme nous sommes aujourd'hui, mais il y a une porte-sortie, c'est-à-dire tout ça, de l'autre versant, sert à plus tard. Et c'est ce que vous appelez la réconciliation. C'est au-delà de la réconciliation. Parce que la réconciliation, c'est déjà trouver un apaisement par rapport à ce passé, par rapport à d'où on vient. Et nous tous, nous avons été par le milieu dans lequel nous étions, par nos parents, par l'inconscience l'inconscience humaine, nous avons été rapetissés. Et cette route que j'ai faite, aussi par rapport à l'accompagnement des cancéreux, ça, en un premier temps, ça a structuré mon ego. Ça a structuré, la thérapie a structuré d'une manière saine, alors qu'avant mon ego était très malsain, structuré de manière saine le moi, hein, pour exister, pour réussir sur Terre. Ça, je dirais, c'est les premiers 40 ans. Mais après, il y a comme une autre phase. Aujourd'hui, je ne pense pas que je fais un métier, même si extérieurement on peut le dire. Je suis psychothérapeute, etc., formatrice et tout ce qu'on veut y mettre comme terme et étiquette. Non, mais c'est plus que des termes et étiquettes quand même, c'est des vraies fonctions. Pour moi, c'est au-delà. Mais justement, finalement, alors qu'est-ce qui compte le plus ? Aujourd'hui, je perçois dans ma trajectoire vraiment le sens profond d'avoir à accomplir quelque chose qui est dans une direction très précise, c'est-à-dire autour de la mort, autour de la fin de vie, le deuil, l'accompagnement des vieils parents, l'accomplissement de notre vie. Et tout ça, à travers ma propre trajectoire, eh bien, ça a commencé à émerger pour me pousser dans cette direction de ce que je fais aujourd'hui. Mais moi, j'appellerais ça plutôt ma tâche de ce que j'ai à faire sur Terre. J'ai aussi renoncé à avoir un enfant, finalement, parce que quand je l'ai voulu, c'était trop tard. Et je suis contente de ne pas l'avoir forcé, parce que, c'est vrai, autour de 42 ans, j'avais qu'une idée dans la tête. Après la psy qui avait bien réussi, qui avait son planning plein, j'avais l'impression quand même d'avoir raté ma vie de femme, d'une certaine manière, en n'étant pas mère. Et je voulais m'embarquer dans une carrière de mère à 42 ans. Et heureusement que j'ai été rendue attentive que je faisais fausse route. Et je me rends compte aujourd'hui, j'aurais pas eu la force de mener de pair une vie de famille
Parce qu'un petit enfant, il demande une présence, donc je n'aurais pas pu commencer à développer ce que j'ai développé. Il a fallu que ça devienne un enfant spirituel. Mais comment vous parleriez de cet enfant-là, alors? Un enfant spirituel, forcément, Oui, qui est un enfant une qui est, aide. voilà, une C'est aide, une technique. pour les humains, qui est issue d'une compréhension combien les étapes de la naissance et les étapes de la mourance, comme je l'appelle, sont parallèles. Et combien la naissance nous éclaire sur la fin de vie et leurs enjeux. Mais comment vous faites le lien? Comment je fais le lien? Je m'appuie sur ce que Bernamonto avait développé, issu de la psychanalyse corporelle, hein, donc une vingtaine d'années, où des adultes ont travaillé par rapport aux scènes traumatiques de leur passé, dont aussi la naissance. Et donc il a codifié la naissance en 7 étapes. 3 intra-utérines, la sortie et 3 extra-utérines. Et donc c'est l'arrivée de l'enfant, la chute de l'enfant sur Terre, dans la matière, et la confrontation à l'imperfection humaine. Et moi, j'ai été poussée, enfin celui qui m'a poussée à dire, maintenant il va falloir que tu trouves les étapes correspondantes de la fin de vie. Alors, pendant une dizaine d'années, j'étais baignée dans l'enseignement de Kubler-Ross. Elle n'en parle jamais de ça, hein. Elle parle des étapes, les 5 étapes du deuil, que je connaissais de fond en comble, intérieurement, et je l'enseignais. Et là, tout à coup, j'étais devant un autre défi, une autre lecture possible. Donc je me suis mise à sentir, mais alors, il y a les étapes de l'enfance, de la naissance, j'avais moi-même traversé ce processus, j'avais revécu ma naissance, mais je n'avais jamais fait le lien directement avec la fin de vie. Et peu à peu, plus que je suis rentrée dedans, et notamment que j'ai comparé une fin de vie qui m'a beaucoup bouleversée, c'est celle de Gita Malache, dont Bernamonto a décrit la fin de vie et comment elle a traversé ces épreuves d'une manière assez incroyable. Et puis Gita Malache, qui n'était pas n'importe qui quand même, on le rappellera juste Dialogue avec l'ange, ce Ferreur. En tout cas, elle est connue pour ça, Oui, un personnage étonnant du XXe. Oui, tout à fait. Et donc sa fin de vie est assez incroyable du point de vue de comment elle l'a traversé et comment c'était vraiment le couronnement de sa vie. Et donc j'ai regardé quelles sont les étapes d'une Gita Malache. Alors si je vois vraiment le parallèle entre la naissance, eh ben oui, j'ai trouvé, il y a les contractions de la fin de vie, il y a les points de blocage de la fin de vie, il y a une sortie, en premier pas celle de son corps, mais la sortie de l'ego. Ah oui, on laisse derrière le personnage pour passer dans une conscience d'un autre ordre au-delà de l'ego. Ceux qui ont fait un travail intérieur auparavant l'auront déjà découvert avant que ça existe, des états au-delà de l'ego. Il y a les états de l'agonie et la rencontre avec d'autres dimensions, dont notamment les NDE, toutes ces expériences de mort imminente nous parlent. Et donc, quand j'ai fait ce parallèle, mais les choses me sont ouvertes autrement. J'ai commencé à voir, et chaque étape a son enjeu, comme chez l'enfant. Lui, il a une initiation à la terre, alors là, le mourant a une initiation à travers chacune des phases et des épreuves à un au-delà de la terre. Mais vous en faites l'objet d'une thérapie actuellement, Lydia Müller? Alors j'ai commencé à identifier ces enjeux. Et donc à partir de là, c'est ce que je suis en train de faire. Il faut que j'écrive encore ce sacré bouquin qui tarde d'ailleurs. Et qui sera sur ce sujet? Qui sera sur ce sujet, oui. Mon regard sur la fin de vie, la mourance, comme étant une apothéose de la vie. Et il s'agira de mettre au point vraiment un accompagnement qui aide chacun de franchir ces étapes de retournement intérieur, parce que c'est ça ce qui est demandé. Mais on ne peut pas accompagner, c'est pas une BA. Hein. Il faut avoir connu dedans ce que c'est transformer une situation malheureuse en une situation heureuse.
Mais alors donc, apprendre à mourir et donc à transformer ces situations qui sont vécues d'ordinaire comme malheureuses, ce serait simplement apprendre à vivre alors. C'est apprendre à vivre avec ce qui nous arrive plutôt contre ce qui nous arrive. Donc, comment aller avec les choses? Et ça, c'est pour moi la chose principale. Comment, en fin de vie, encore profiter de ce qui reste ou, en perdant, gagner ailleurs. Mais que c'est un processus qui va vers une ouverture, pas vers une fermeture. Et Qui en va vers un perdant, plus. gagner ailleurs, vous dites. Oui, en perdant, gagner ailleurs. C'est ce que je suis en train d'apprendre actuellement. C'est-à-dire quand j'ai des symptômes assez forts qui me terrassent, évidemment, la première réaction, c'est toujours me révolter contre. Merde, j'ai pas envie de vivre cela. La deuxième, c'est, d'accord, on peut les supprimer, la médecine est assez performante pour ça. Et on peut essayer de supprimer des symptômes. Mais vous faites référence à quoi quand vous dites symptômes? Là, maintenant, À vous-même? Oui, à moi-même. Maintenant, dans ma maladie, suite à l'opération de mon cancer que j'ai eu cet été, donc avec la chimio, je suis confrontée à toutes ces expériences. Donc c'est pas du tout le cancer dont vous parliez avant. Non, ça c'est... J'en ai eu un là, en été, et moitié de mon intestin a été opéré. Donc, suite à ça, j'ai une chimio. Et l'expérience que j'ai à vivre, c'est, en tout cas, c'est ce que j'ai dit dès le début, de vérifier si ce que j'ai enseigné, si je sais le vivre. Est-ce que je sais, en perdant, parce qu'on perd des moyens, est-ce que je sais gagner au lit une qualité de vie autre, intérieure peut-être? Si on sait, comme dans la naissance, qu'il y a une issue à ce canal, à ce long couloir, à ce tunnel interminable, parce qu'on a traversé, on est issu de l'autre côté, c'était une épreuve de souffrance, d'accord. Mais si on sait qu'il y a une issue, on va la chercher, l'issue. Si je prends l'image c'est les sculptures de Michel-Ange, hein, où l'être se dégage de la pierre et sort, nous avons à sortir aussi, mais en fait, en s'appuyant, c'est-à-dire tout ce que j'ai vécu, toutes les souffrances que j'ai vécues aujourd'hui, elles prennent sens parce qu'elles me servent dans une compréhension beaucoup plus profonde de l'être. Est-ce que vous pourriez imaginer que vous êtes alors dans cette partie où enfin les choses vraiment se jouent? Oui. Ah oui, ce que j'appelle l'âge mûr, c'est l'âge d'accomplissement de ce qu'on a vraiment fait sur Terre. De créer l'enfant né sans parents, de créer ce qui est propre à nous tous, ce que Gita Malache a appelé la tâche, l'œuvre, issue de qui nous sommes traumatiquement, mais que l'on a transformé, donc ça devient une faculté, une compétence d'aide. Peu à peu, on le découvre, parce que je ne le savais pas quand j'avais 11 ans, et pourtant, si j'ai eu un rêve d'enfant, un rêve réveillé, parce que je me voyais, je pense inspirée par une missionnaire que j'ai rencontrée qui œuvrait au Caire, et je me suis vue vieille femme avec plein d'enfants orphelins autour de moi, et que je les nourrissais, que je les cajolais, que je les entourais, j'étais là pour les faire naître à la vie, à avancer, à avoir un futur. Et ce rêve m'a toujours portée. Alors qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout avec des enfants, mais on peut le voir sur un plan symbolique. Moi, j'ai des dizaines d'enfants, si je veux. C'est peut-être des enfants plus spirituels, parce que je les ai aidés à naître à eux-mêmes. Voilà, je suis entourée d'êtres auxquels j'essaie d'apporter l'aide pour laquelle je suis faite. Et moi, ce qui me frappe, c'est que quand je vous écoute, je me dis, mais c'est fou, toutes les années que ça nous prend pour enfin naître. C'est toutes ces années que ça prend, et en même temps, je crois ça dans chaque instant encore, ça nous est proposé de naître, de renaître. C'est tout de même étonnant. Vous vous étonnez vous-même quand vous racontez votre vie comme ça, puis que vous refaites le chemin de Schaffhouse à aujourd'hui, là où nous sommes, dans votre belle maison à la campagne?
J'ai un sentiment de gratitude, oui, envers cette vie, envers les êtres qui m'ont entourée, même mes parents, à une période, c'était ceux que je détestais le plus au monde, pour lesquels je suis aussi les plus reconnaissante, parce qu'ils m'ont donné cette impulsion première. Et puis il y a eu d'autres mamans et papas sur mon chemin, comme Bernard Monteau, qui m'ont beaucoup enseigné, Kubler-Ross qui m'a beaucoup enseigné. Et cette reconnaissance on a des êtres qui nous accompagnent à devenir nous-mêmes, devenir vraiment qui nous sommes appelés à être. Oui, ça me remplit d'émerveillement, c'est vrai. Merci à Lydia Muller pour le récit de son sacré parcours. Sur notre site www.espace2.ch, une barre oblique chemin de terre en un seul mot, chemin au pluriel, je vous le rappelle, vous trouverez plus d'informations et le contact de son association Entrelacs à Genève ou Entrelacs, je ne sais. La semaine prochaine, autre chemin particulier entre la physique et la psychiatrie, cette fois-ci avec Giuliana Galli-Carminati. Et d'ici là, je vous souhaite bien sûr un très joyeux Noël. Aujourd'hui, pour la réalisation de cette émission, Ottavio Araujo, Chemin de terre, une émission de Jean-Marc Falcombello, et maintenant, Humeur vagabonde.